Raconte-moi les OGM, une série d'émissions sur les ondes de Radio Zinzine, réalisée en partenariat avec InfoGM. Aujourd'hui, c'est la 6e émission dans cette série et ça s'appelle l'artificialisation du vivant. Et nous sommes avec Annick Bossu. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour Salut. à tous. Alors, pour la première fois, nous avons quelqu'un qui n'est pas donc salarié, qui fait partie de l'équipe, disons, permanent salarié d'InfoGM. Mais toi, tu es membre du conseil d'administration et en fait, actuellement, tu es présidente de InfoGM. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, il faut peut-être rappeler qu'InfoGM essaye de faire la lumière, la transparence sur les organismes génétiquement modifiés. Et la période actuelle est particulièrement importante parce qu'on essaye aussi de faire la transparence sur le discours autour des OGM. Voilà. Oui, et puis on a déjà parlé pas mal dans les autres émissions jusqu'à présent. C'est donc une émission mensuelle et donc tes collègues, ils ont pas mal insisté sur le fait que c'est un moment important, charnière, on pourrait dire, Oui. parce que la Commission européenne a lancé une nouvelle proposition de réglementation, je pense, en juillet, donc Oui. 2023. Oui, voilà, et qui nous donne un travail monstre. Oui, parce que ça pourrait changer la donne, qu'il y ait... Oui, c'est-à-dire que les OGM ne s'appelleront plus OGM. Oui, voilà. Et puis il y aurait plus de... Résumer très vite la situation. Voilà, il y aurait plus d'obligations d'étiquetage ou de transparence, ou en tout cas beaucoup moins. Peut-être, oui. Annick, tu pourrais juste personnellement expliquer comment ça se fait que tu es engagé dans cette aventure, enfin d'InfoGM, en tant que membre du conseil d'administration? Oui, disons que j'étais prof de sciences naturelles, donc je connaissais un petit peu le sujet des OGM et je voyais un petit peu les problèmes que ça pouvait poser. Et je voyais surtout que les OGM allaient ouvrir la porte à toute l'artificialisation des êtres vivants. Donc ce sujet m'intéressait. On m'a demandé de participer à l'équipe d'InfoGM, l'équipe bénévole d'InfoGM, et j'ai dit oui, parce que j'avais envie de parler de cette artificialisation, mais surtout de la vulgariser. D'ailleurs, quand je suis rentrée à InfoGM, je suis rentrée sur cette idée de vulgariser, parce que voilà, il faut mettre des mots simples parfois sur des choses très compliquées. C'est pas facile, c'est un grand défi, mais je suis pas sûre d'y être arrivée ou d'y arriver un jour, mais on essaye. Et ça fait combien de temps que tu fais partie de cette équipe? Ça fait 6 ans. Oui, 6 ans à peu près. D'accord. Alors, voilà. Dans cette émission, nous allons revenir en quelque part dans les autres émissions. On a aussi pas mal évoqué cette histoire d'artificialisation du vivant. Peut-être tu pourrais essayer de définir comment tu vois cette question-là. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Eh bien, quand on regarde une plante génétiquement modifiée et une autre plante qui ne l'est pas, rien ne les distingue. On a pourtant manipulé le vivant, enfin le génome, les gènes, l'ADN des organismes. On l'a manipulé par des méthodes de laboratoire qui sont très 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 complexes et nombreuses. Et on l'a fait en premier dans les cellules végétales, au cœur du vivant. Autrement dit, on introduit dans les cellules quelque chose qui est de l'artifice, des artefacts. Et on porte atteinte à l'intégrité du vivant, à l'intérieur du vivant, des cellules, et après des plantes qui seront régénérées à partir de ces cellules. Oui, en gros, on peut dire que c'est quelque chose qui ne pourrait jamais arriver naturellement, parce que je vais dire, il faut quand même faire la différence avec la sélection végétale qui a toujours existé, où on améliore des tomates ou des patates ou n'importe, mais parce qu'on choisit les meilleures plantes pour donner les semences pour l'année prochaine. Enfin, on peut faire des croisements, on peut faire des choses. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ou qui est en dehors du cadre de ce qui est naturel. Oui, alors nous on dit souvent de main humaine pour bien distinguer de main humaine directement sur le génome quand on explique, parce que ce que tu rappelles ici c'est bien, mais en fait on agit sur les organismes et en fait bien sûr à la longue sur le génome, mais en fait nous ce qu'on dénonce c'est l'action directe sur l'ADN, sur le génome.
Ces modifications, elles ont été possibles progressivement au cours du temps. Bon, je ne vais peut-être pas développer, mais c'est quand même les outils qui ont permis de manipuler l'ADN qui se sont particulièrement développés à la fin du XXe siècle et qui ont permis ce travail, qui ont permis avec des enzymes, des protéines, de couper l'ADN, par exemple, ou d'emmener l'ADN au bon endroit dans la cellule. Et surtout, on a fait au milieu du XXe siècle, on a commencé à cultiver les cellules isolées des organismes. Ça, c'est un point très très fort pour nous. On insiste beaucoup, c'est-à-dire qu'on fait des transformations sur des cellules en laboratoire in vitro. Voilà. Et puis à la fin du siècle, là, la numérisation du vivant est exponentielle. Et maintenant, on peut numériser les gènes, numériser l'ADN. Et moi, c'est vrai que je l'ai fait, j'ai fait parfois avec mes élèves, c'est-à-dire que on peut extraire l'ADN d'une plante, par exemple, on peut la voir au travers d'un tube, ça fait une espèce de nuage blanc, donc c'est palpable, on peut l'extraire des cellules, mais après, ça devient des suites. Quand on le numérise, ça vient des suites de lettres sur un écran d'ordinateur. Et effectivement, le séquençage génétique a fait de très très gros progrès à la charnière de ces 2 siècles. Le virtuel, au niveau des gènes, remplace le réel. Mais peut-être ce serait intéressant aussi rapidement de rappeler un peu les objectifs, les motivations, parce que ça n'a pas été simple non plus, ça on a compris dans les autres émissions. En fait, il y a peu de plantes finalement, il y a quelques plantes très importantes comme le coton, le soja, le maïs, etc. Oui. Mais ils n'ont pas réussi avec toutes les plantes, c'était énormément de recherche, pas mal d'argent dépensé. Donc les motivations pour pouvoir faire ça, est-ce que tu peux rappeler ? Oui, alors ça a commencé bien sûr par les plantes, les 4 que tu as citées, les 4 qu'on peut citer, soja, maïs, colza, coton, qui sont modifiés, dont on change un caractère, on change le gène et on change un caractère. Donc déjà, il faut que ce soit facile comme manipulation. Donc ça se fait que pour des traits faciles à manipuler, comme par exemple la tolérance à un herbicide, le fait de produire un insecticide, tout ça, ça a fait qu'on a travaillé sur des caractères assez simples et avec des plantes qui n'étaient pas récalcitrantes à la culture in vitro, parce que tout ça, la modification génétique, comme j'ai dit tout à l'heure, elle se fait en labo. Donc il faut absolument qu'il y ait des plantes qui puissent être régénérées. Et toutes les plantes ne peuvent pas être régénérées. En fait, ce qu'on veut, globalement, ce qu'on a voulu, et derrière il y a l'industrie qui veut ça, ce qu'on a voulu, c'est adapter, en fait, des plantes à un système agricole qui existait et qui est bien sûr l'agriculture industrielle et chimique, puisque 99% des plantes génétiquement modifiées en surface de culture, sont des plantes qui sont soit liées à un herbicide, soit liées à un insecticide, soit qui ont les 2 modifications génétiques, et on peut empiler comme ça différentes modifications génétiques dans un organisme, jusqu'à 8 ou 10. Mais parfois on évoque, je ne sais pas s'ils ont vraiment réussi à faire ça, mais parfois on évoque l'idée de transformer ou changer la nature d'une plante, d'une espèce, pour que elle soit plus résistante, par exemple par rapport à la sécheresse, ou par exemple à des terres où il y a beaucoup de sel. Tout à fait. Pour le moment, ce sont des promesses. Mais je vais y revenir peut-être après, si tu veux, Nick, parce que justement, je voulais en parler. D'accord. Ok. Bon, alors je vois qu'on a parlé des OGM agricoles déjà. Effectivement, je vais essayer de commencer par les choses les plus simples, si tu veux, les choses les plus simples pour aller vers des biotechnologies avec des conséquences de plus en plus importantes. Parce que il faut bien comprendre que toutes ces technologies qui artificialisent les organismes artificialisent en fait des corps, des êtres vivants, dont le nôtre. Donc je vais essayer de montrer, si je peux, comment cette artificialisation se répercute dans le monde de l'agriculture, la nature et même l'homme. Voilà.
Tout à fait. C'était ça que je voulais faire. Très bien. Ce que j'avais pensé faire. Oui. En tout cas, dans des émissions jusqu'à présent, on a quand même un peu évoqué un aspect dont tu viens de parler, je pense, c'est le risque que des OGM, en fait, des plantes OGM, les caractéristiques, ça peut se transmettre sur des plantes, disons, un peu dans les mêmes familles peut-être, mais qui sont dans la nature. Et donc, il y a une espèce de contamination autour. Oui, bien sûr. C'est bien un risque majeur, et d'ailleurs des contaminations ont déjà eu lieu dans les champs, et ce sont les paysans qui ont dû payer des royalties parce que les industries semencières évoquent le fait qu'on leur a pris leurs plantes génétiquement modifiées. Oui, parce qu'elles sont brevetées, ces plantes. Et d'ailleurs, l'artificialisation du vivant est un vrai sujet aussi à InfoGM parce qu'elle permet son appropriation par les multinationales. Parce que vu que dans un brevet, on revendique une nouveauté, une nouveauté, c'est en fait un artefact, c'est de l'artificiel dans l'organisme, et c'est ça qui permet de déposer des brevets. Donc après, au moins des séquences génétiques appartiennent aux multinationales. Donc l'artificialisation du vivant, ça induit son appropriation par l'industrie. Oui, donc juste pour comprendre, je veux dire, si par exemple quelqu'un a planté du maïs OGM, ça c'est arrivé aux États-Unis et peut-être dans plein d'autres pays, et qu'il y a quelqu'un qui est pas très loin, qui a une culture de maïs non OGM, tout à fait normale, enfin traditionnelle si on veut, il pourrait y en avoir contamination, et après les entreprises comme Bayer ou autres, ils peuvent porter plainte parce qu'ils disent « Ah, mais vous avez nos OGM dans votre champ ». Voilà, vous nous les avez pris en quelque sorte. C'est arrivé aux États-Unis, effectivement. Mais tu voulais aussi évoquer, si j'ai bien compris, d'autres champs, par exemple, comment ça affecte nous, les humains ou... Oui, voilà. Alors, j'avais pensé quand même dire un tout petit mot sur les animaux, mais peut-être Christophe l'a déjà fait, je ne sais pas, parce que c'est un peu sa spécialité, mais pour les animaux, c'est exactement le même paradigme, c'est-à-dire que ceux qui sont génétiquement modifiés le sont soit pour la consommation humaine, c'est par exemple le cas de poissons qui produisent plus de chair, soit pour les adapter à l'élevage industriel concentrationnaire. Par exemple, là, nous avons travaillé sur des vaches que l'on a génétiquement, enfin des bovins qu'on a génétiquement modifiés pour ne plus avoir de cornes, parce que dans les élevages intensifs, les cornes, c'est un problème. Voilà. Donc je voudrais passer tout de suite à quelque chose qu'on connaît beaucoup moins, parce que j'ai fait un petit crescendo dans la modification génétique autour du sujet de l'artificialisation, et je me disais que j'allais vous parler du forçage génétique. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette utilisation extrême des biotechnologies, je ne sais pas. Je pense que ce serait bien qu'on fasse une petite pause. Après la pause, tu reprends ce sujet-là. Voilà, je rappelle que nous sommes en ligne avec Annick Bossu, qui est même présidente de InfoGM. C'est la 6e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, réalisée par Reduzenzine en partenariat avec InfoGM. Donc, cette émission a comme titre l'artificialisation du vivant. Donc, Annick, tu voulais nous parler du forçage génétique. Oui, donc c'est en fait une utilisation extrême des biotechnologies qui pourrait chambouler les lois de l'hérédité.
Alors, d'un point de vue technique, bon, il n'y a pas grand-chose. On mélange deux techniques. Une technique de transgénèse qui utilise un nouvel outil qui a le vent en poupe, qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui est présenté par l'industrie comme excessivement précis, mais il est si précis qu'il y en a plein qui le succèdent parce que justement celui-ci, il coupait un petit peu ailleurs. Mais sur la technique, je ne vais pas m'étendre. Par contre, cette technique, voici sa particularité, c'est que pour les espèces à reproduction sexuée, cette technique, elle permet, à partir d'un seul parent génétiquement modifié, d'obtenir une descendance qui serait à 100% génétiquement modifiée, et ça en quelques générations. Normalement, les lois de l'hérédité nous font attendre 50% de la descendance qui est génétiquement modifiée. Mais là, on a trouvé un moyen de faire qu'à chaque génération, quand il y a un parent qui est génétiquement modifié, qui est croisé avec un parent non génétiquement modifié, on dit sauvage en science, normal, eh bien, on a tous les descendants qui vont être génétiquement modifiés. Ça va très vite, surtout pour les espèces qui se reproduisent vite. Bon, alors les bactéries, n'en parlons pas, je ne sais pas si on l'a fait sur les bactéries, mais enfin, on le fait beaucoup sur les moustiques. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc ça va très très vite. C'est une technique on qualifie à InfoGM d'hégémonique, et elle est aussi irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. On force la descendance à être identique aux parents modifiés. Ça fait que le rythme de l'évolution, il est complètement accéléré, et puis surtout, c'est l'homme, enfin l'espèce humaine, qui a décidé de diriger l'évolution dans une certaine direction, quoi. Cette technique, si c'est un gène qui est létal, qui est létal, c'est-à-dire qui tue en fait. Si c'est un gène létal, eh bien, on imagine que la descendance va recevoir ce gène létal, autrement dit, elle va mourir. Donc c'est une technique qui permet d'éradiquer des espèces qu'on dit nuisibles, comme les vecteurs du paludisme, le vecteur du paludisme par exemple, ou invasives, comme des plantes par exemple. Ou au contraire, si le caractère est bénéfique, ou on le dit bénéfique, eh bien ça répartit un caractère génétique également dans toute une population. Donc c'est un truc relativement nouveau qui est encore pas mis en pratique, mais l'année prochaine, au Burkina Faso, on projette de faire ce premier de lâcher de moustiques qu'on appelle forcé. Alors, les Burkinabés, ils ont l'habitude parce qu'on aura déjà lâché beaucoup de moustiques génétiquement modifiés. Voilà, maintenant, ça sera encore plus élaboré, je veux dire, comme technique. Et on espère, la modélisation informatique espère éradiquer les moustiques au bout de quelques générations. Bon, je pense que la réalité écologique sera beaucoup plus compliquée, puisque ce sera sûrement qu'une autre espèce de moustique va prendre la place des moustiques éradiqués, si ça marche à 100%. On l'a pas encore mis en pratique, mais on prévoit quand même ce lâcher de moustiques l'année prochaine. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on voudrait éradiquer les belettes. Sur les plages bretonnes, on voudrait éradiquer les algues vertes, etc., etc. Mais ce qui avance le mieux, c'est les moustiques, et c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui est derrière. D'accord. Beaucoup d'argent, donc Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent investi depuis longtemps. Avec les moustiques génétiquement modifiés d'une méthode plus simple, ça marche moyennement. Donc là, on ne sait pas. Mais je veux dire, plus généralement, par exemple, dans les jardins ou dans les champs, on parle des mauvaises herbes. Je veux dire, on essaye de catégoriser les plantes, des bonnes et des mauvaises. Mais là, par exemple, si on veut l'appeler comme ça, la nature, mais je veux dire, il y a des insectes, il y a des animaux. Et tout ça, ça fait un certain ensemble avec un certain équilibre. Et complètement éradiquer, par exemple, des moustiques peut avoir des impacts qu'on n'imagine pas, ou éradiquer telle ou telle autre espèce. Bien sûr. Par le biais des chaînes alimentaires, par le biais des niches écologiques qui vont être vides et qui vont être vacantes et puis qui seront remplacées par d'autres moustiques probablement.
Les animaux sauvages qui risquent, si les espèces si c'est la même espèce par exemple, il y a des animaux qui sont génétiquement modifiés, il y en a qui ne le sont pas, qui sont forcés pardon, et les autres qui ne le sont pas, les animaux sauvages pourraient être remplacés par des animaux GM, génétiquement modifiés. Oui, en fait, on déclenche quelque chose qui est complètement pas contrôlable. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est les conséquences sont imprévisibles, en cascade et complètement incontrôlables. Et surtout, on augmente ce rythme de l'évolution, quoi. Parce que l'évolution, ça a duré 3,5 milliards d'années. Hein. Et là, ce serait, pour les moustiques, ce serait en quelques années qu'ils espèrent arriver à ça. Alors Annick, ça c'est quand même quelque chose de relativement nouvelle, ou alors ça existe depuis quand même pas mal d'années, ces tentatives de forçage génétique? Non, ça fait même pas une vingtaine d'années que ça existe. Nous, on travaille dessus, disons, depuis moins de 10 ans, je pense. Entre 5, ça fait... Quand je suis arrivée déjà, il y a 6 ans à peu près, on commençait à en parler. Donc, en fait... ce qu'on peut dire, c'est comme dans beaucoup de domaines, on lance à grande échelle des choses un peu nouvelles comme ça, sans avoir beaucoup de retour sur l'expérience. Donc en fait, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va avoir comme impact. C'est exactement ça. Les impacts écologiques, comme tu le disais, ils sont en cascade. Et on connaît très mal la nature, hein. Donc je pensais en parler aussi. On est dans ce contexte où effectivement on fait quand même, et on voit ce que ça donne, et on contrôle après. C'est un gros truc ça. C'est comme ça que ça se passe dans l'industrie. En Europe, il faut savoir que l'autorité sanitaire en Europe, l'EFSA, a proposé pour le forçage génétique, tiens-toi bien, un suivi post-commercialisation. C'est-à-dire, on lâche les individus forcés dans la nature et après, on regarde ce que ça donne et on essaye de réguler. Oui, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Justement, c'est probable que ce n'est même pas vraiment évident de réguler, quoi. Non, mais ce ne sera pas possible puisque c'est un truc qui est réversible, très dangereux. Et l'armée s'intéresse beaucoup au forçage génétique. Hein. Dans quel sens ? Eh bien, tout ça, ça peut se retourner en armes biologiques. Oui, alors je pourrais pas t'expliquer, j'ai pas travaillé dessus, hein, oui. Mais c'est évident que éradiquer des espèces, ça peut intéresser l'armée. Les armées plutôt, devrait-on dire. D'accord. Et en dehors de cet exemple que tu viens de donner des moustiques, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui ont déjà été démarrés ? Ou c'est un peu le principal ? Le premier. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter sur cette histoire de forçage ? Non, j'espère que les auditeurs ont bien compris qu'on modifie ainsi les lois de l'hérédité, les lois naturelles de l'hérédité. Et les individus qui ont été forcés, à chaque génération, ils vont forcer la descendance à être génétiquement modifiée. Donc les forcés deviennent forçants. C'est surtout les insectes, hein, les insectes qui sont nuisibles, les insectes vecteurs des maladies comme le palu, la dengue, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Enfin, il y en a d'autres qui sont étudiés. D'accord. Mais je veux dire, on a bien vu que il y a des problèmes avec des OGM végétales, parce qu'il y a des plantes qui deviennent résistantes. On a pensé aussi, avec le forçage génétique, effectivement, éliminer toutes les adventices qui résistaient, les plantes sauvages dans les champs, qui résistent aux herbicides, bien sûr. Ça a été évoqué, mais pour le moment, c'est dans les tiroirs, je ne sais pas si c'est fait, hein. Je te dis que ce que je connais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible que des moustiques, finalement, ils développent une résistance même à ce forçage. Ah oui, c'est-à-dire que c'est possible. D'ailleurs, les premiers tests, quand on l'a fait, parce qu'on ne l'a pas fait en milieu ouvert, mais on l'a fait en milieu fermé, effectivement, ça ne marche pas tout comme la modélisation informatique le prévoit. La nature nous réserve, Dieu merci, encore des surprises, et ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais pas forcément comme l'homme l'a voulu. Ça sera sûrement pas à 100% efficace, mais il n'empêche qu'on va le faire et qu'on va quand même bousculer des écosystèmes.
Très bien, mon petite pause musicale. Voilà, on va interrompre cette musique de Chapelier Fou. C'est un peu la musique qu'on a choisie pour ces émissions donc avec InfoGM. Donc Annick Bossu, toujours en ligne, présidente d'InfoGM. Je crois que tu voulais maintenant partir, enfin commencer avec un autre aspect qui est, tu appelles les biotechnologies dans l'espèce humaine. Oui, voilà, parce que c'est un domaine en explosion au niveau des biotechnologies. Il n'y a pas un jour où on n'a pas d'effet d'annonce concernant ce domaine-là. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que ça touche quand même notre propre espèce. Alors je ne vais pas parler des biotechnologies au niveau de l'organisme, c'est-à-dire les thérapies géniques, tout ce qui est au niveau de la médecine, par exemple les thérapies géniques pour soigner des cellules du corps quand les cellules du corps sont malades. Je pense par exemple à des cancers ou des choses comme ça. Ou quand il s'agit de construire des vaccins qui sont génétiquement modifiés et qui sont aussi utilisés en prévention de certaines maladies infectieuses. Donc ça, je vais le laisser de côté. C'est pas que je veux pas le faire, mais ça me prendrait énormément de temps. Et bon, voilà, c'est de la médecine, et je préférerais parler des modifications génétiques au niveau de l'espèce. Alors je vais essayer de m'expliquer. Quand les modifications génétiques touchent les cellules sexuelles ou les embryons, on est donc dans ce domaine-là. Tout ce qui va être transmis, ces cellules vont être transmises. Tout à l'heure, dans l'organisme, que je parle des cellules, par exemple, pour les cancers de la peau, du sang, etc., ces cellules ne sont pas transmises à la descendance. Là, on va parler de choses qui se transmettent à la descendance. Alors, nous, on a découvert à InfoGM tous ces problèmes quand on a étudié la loi de bioéthique en France. On s'est occupé uniquement dans cette loi du volet génétique, parce que bon, voilà, c'est ça notre sujet. Et on a quand même été un petit peu surpris, parce que dans cette loi de bioéthique, il ne s'agit plus, comme dans la loi de 2011, de respecter des principes éthiques qui sont forts, qu'on pose au début. Il s'agit d'encadrer par de l'éthique les innovations scientifiques. Et dans la loi de bioéthique, on parle beaucoup de ce nouvel outil des biotechnologies qui s'appelle CRISPR-Cas, qui est une enzyme en fait qui coupe l'ADN et qui la coupe de façon approximative, contrairement à ce qui est dit, et donc qui est un outil qui est loin d'être inoffensif. Eh bien, dans cette loi de bioéthique, cette innovation est majeure. J'ai décidé de vous parler, ce qui me semble intéressant en tout cas, de développer ces deux aspects. Dans cette modification génétique, c'est la modification génétique des embryons. Et après, je vous parlerai sur des cellules souches pluripotentes induites et je vous expliquerai ce que c'est. Ah oui, il faudrait. Parce que... Oui, je crois. Alors, la modification génétique des embryons humains, je pense que vous en avez entendu parler. Tout le monde en entend parler. L'idée au départ, c'est de changer un gène pour éviter une maladie génétique héréditaire. Mais nous avons tout de suite senti qu'il y avait là un danger, parce que la médecine est en fait un cheval de Troie pour modifier d'autres caractères et pas forcément liés à une maladie. Donc c'est un petit peu ce qui nous motive à parler de ça. Alors cette modification des embryons, la modification génétique des embryons, qui vont être transplantés, remis dans l'utérus d'une femme, elle est interdite
elle est interdite en France, elle reste interdite après la loi de 2021, elle est interdite presque de partout à l'international. Là où elle n'est pas interdite, c'est là où on n'en fait pas en fait, où il y a pas, où les pays sont trop pauvres pour avoir des laboratoires qui font ce genre de choses. Donc cette modification est interdite, mais vous savez qu'elle s'est faite quand même, puisqu'il y a eu des jumelles qui ont été génétiquement modifiées en Chine avec justement cet outil dont je vous parle, cet outil CRISPR. Donc il y a eu un tollé général des scientifiques qui ont dit que c'était pas possible, mais ça continue quand même. L'idée n'est pas perdue, puisque aux États-Unis il y a actuellement une concurrence farouche entre des scientifiques et des universités pour faire tenter ce type de technologie de modification génétique d'embryons humains. Voilà. Et avec une intention reproductive clairement prévue. Donc, pour le moment, c'est interdit, mais on a très peur que ça ne le soit plus bientôt, qu'il y ait un contournement des textes. En particulier, nous, en France, on est protégé par la Convention d'Oviedo. C'est une convention qui émane du Conseil de l'Europe. La France a ratifié cette Convention d'Oviedo. Alors, celle-ci, elle fait prévaloir le droit humain, en fait, l'intégrité de nos corps sur l'intérêt de la science et de la société. Moi, je la trouve très forte, cette Convention d'Oviedo. Pour le moment, on est protégé, même si on essaye, comme on essaye un petit peu de dire oui, mais, et l'article 13 de la Convention d'Oviedo a été un peu revu, mais il n'y a pas de choses très décidées encore qui se sont faites. Mais on sent que cette interdiction générale de modifier des embryons, justement, elle s'effrite petit à petit. Et ça nous gêne quand même beaucoup. C'est pourquoi il y a une coalition internationale qui s'est montée là contre cette légalisation prévisible de la modification génétique des embryons. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle s'appelle Stop Designer Babies. Et dans leur déclaration, le risque de dérive eugénique du bébé à la carte y est clairement exposé, parce que comme je disais tout à l'heure en introduction, la médecine c'est le cheval de Troie pour modifier des embryons humains pour faire qu'ils soient viables, qu'il n'y ait pas une maladie. En général, les maladies monogénétiques sont d'ailleurs très rares, c'est pour ça que ça marche pas très bien non plus dans ce domaine-là, mais enfin, parfois, ça pourrait se justifier, effectivement, de modifier juste pour une maladie héréditaire. Enfin bon, on peut se mettre à la place des parents aussi. Mais là, la dérive eugénique est assez sensible parce que quand on va voir sur les textes officiels de l'OMS, par exemple, la maladie est définie, le trouble est défini, mais on pourrait, par exemple, modifier quelqu'un qui a, je sais plus comment ça s'appelle, le daltonisme, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça peut être envisagé déjà de faire des choses comme ça. Mais je vous dirai tout à l'heure qu'en fait, il y a une autre technologie qui risque de dévancer cette modification génétique des embryons et peut-être qu'on n'en aura même pas besoin. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ça, c'est potentiellement lié à ce qu'on appelle le transhumanisme ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, enfin, du moins, une dérive eugénique du bébé à la carte, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Alors, tu voulais également parler de quelque chose qui est vraiment un nom assez incompréhensible, les cellules souches pluripotentes induites. Oui, je voulais vous parler de ça parce que, en fait, ça risque d'effacer, de rendre caduque de rendre caduque la modification génétique des embryons parce que on a trouvé mieux. Et là, tiens-toi bien parce que c'est vraiment un truc incroyable. Alors, je vais faire une toute petite présentation avant parce que sinon on va rien comprendre. Donc, dans l'embryon, il y a des cellules qui ne sont pas encore transformées. On les appelle des cellules souches. Mais c'est pas de ces cellules embryonnaires dont nous allons parler. Là, nous allons parler de cellules du corps. Par exemple, de la peau, du sang, du foie, de nos organes, sauf testicules et ovaires. Et dans chacun de nos tissus, nous avons des cellules jeunes, en quelque sorte, qui deviendront adultes.
c'est-à-dire, on dit différenciées, c'est-à-dire elles vont donner un tissu donné. Ce sont des cellules souches de tissu. Et on en a plein dans le corps de ces cellules souches, dans presque tous nos tissus. On a des cellules très jeunes qui ne sont pas encore transformées en cellules adultes et fonctionnelles. Et ces cellules souches, on peut, par les techniques de biotechnologie, on peut les modifier. Et du coup, ces cellules qui sont souches mais qui vont donner un tissu, on peut les rendre encore moins différenciés, c'est-à-dire qu'au lieu de donner un seul tissu, on va les dédifférencier, c'est-à-dire les faire revenir à un état plus jeune encore, où elles pourront donner tout type de tissu. C'est-à-dire qu'une cellule de peau pourra donner une cellule de cœur. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour faire comprendre. Ça va ? Donc, oui, c'est des cellules souches. Oui. Elles sont induites à redevenir pluripotentes, c'est-à-dire capables de donner tout type de tissu. D'accord. Ça va ? Je dois dire que c'est assez surprenant tout ça, et on essaye d'imaginer la chose. Oui, c'est pour ça que je vous en parle. Mais ce qui serait intéressant de comprendre, c'est la motivation pour vouloir aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça intéresse, au fond, c'est quand même toujours des industriels ou alors des gens avec plein d'argent, parce que ça coûte cher. Ça intéresse des chercheurs, surtout. Alors, parfois, vous allez voir, est évoquée la science. On fait parfois des expériences comme ça pour comprendre. Ça, c'est souvent évoqué. Tout à l'heure, je vous parlerai peut-être des embryons de synthèse, mais on fait ces embryons simplement pour savoir, d'une part pour savoir comment l'embryon normal, bien vivant, bien naturel se comporte, mais aussi, alors forcément, c'est qu'une approche, mais aussi pour faire des greffes, par exemple, pour faire de nouveaux tissus. Donc je vais peut-être reprendre mon fil, parce que derrière, en fait, effectivement, il y a une volonté de savoir comment ça marche chez les chercheurs qui ont des outils et qui veulent utiliser leurs outils pour comprendre. Il y a de ça. Et puis après, ça s'enclenche. Et si à partir de ça, à partir de ces tissus nouveaux, on pouvait faire des réserves pour des greffes, par exemple. On a des cellules d'un organisme. Elles étaient souches, elles allaient devenir un seul tissu. On les rend moins différenciées, elles vont devenir pluripotentes, c'est-à-dire donner plein d'autres types de tissus. Et avec ces nouveaux tissus, on va pouvoir faire des organes disponibles pour des greffes, ce sera des autogreffes. C'est-à-dire qu'on aura une réserve importante de tissus ou d'organes. Tout ça, c'est assisté par le numérique. Oui, après, quand on entend ça, on pourrait dire oui, ça a l'air... ça pourrait être très utile, quoi. Mais là, j'imagine qu'il y a quand même des dangers. Oui. Alors, le danger me ramène à cette notion d'espèce humaine. Parce que, en fait, on peut, à partir de ces cellules qui ont donc été reprogrammées pour donner tout type de tissus, on peut obtenir des spermatozoïdes et des ovules. Et là, c'est vertigineux. Parce que, je prends l'exemple de ce qui s'est fait récemment. Récemment, en labo, on a fait obtenir à un rat mâle des ovules, qui sont les gamètes femelles. C'est-à-dire qu'un mâle produit des ovules. Comment on a fait ? On a pris ces fameuses cellules. Alors là, c'était des cellules de peau. On a pris des cellules de peau sur la queue des rats mâles et on a déprogrammé ces cellules pour qu'elles deviennent tout type de cellules et en particulier, on les a orientées. Alors c'est très compliqué. Je
je vous passe, j'ai pas étudié en détail toutes les étapes, mais j'ai vu quand même que c'était hyper complexe. Et on les a déprogrammés pour faire des ovules. Donc, des cellules de peau chez ce rat ont donné des ovules. Ça s'est fait en labo, ça existe. Imaginons les hommes, parce que ce qu'on fait chez l'animal, c'est quand même avec une vue de le faire chez l'homme, dans l'espèce humaine. Ce qu'on fait chez le rat ici, lui faire produire des ovules, ça veut dire qu'un homme, si on imagine la suite, pourrait produire des ovules. Ces ovules, si c'est par exemple un couple homosexuel d'hommes, son conjoint lui donne ses spermatozoïdes, et voilà, c'est pas qu'ils pourront avoir des enfants, bien évidemment, à condition soit de transplanter ça dans l'utérus d'une femme, soit d'attendre l'utérus artificiel, car on construit en ce moment dans les labos des utérus qui sont des machines, des couveuses XXX+++, enfin bon, en milieu très contrôlé. Ça restitue les conditions physico-chimiques et biologiques d'un utérus humain. Donc voilà, on est en train d'imaginer construire des utérus artificiels. C'est la fin du sexe, comme je dis des fois. Oui, mais je veux dire, le club international des apprentis sorciers, on dirait que c'est vraiment un grand avenir. Oui, c'est ça. C'est pensé, c'est réalisé déjà chez nombre de laboratoires dans le monde. D'accord. Et c'est plein de brevets qui sont demandés. Alors les financeurs, ils sont à chercher dans la Silicon Valley. Mais d'autres pays sont pas en reste. En Australie, par exemple, ça va très vite. Je crois qu'ils travaillent aussi sur un placenta artificiel. En Israël aussi, un chercheur qui s'appelle Jacob Hanna à l'Institut Weizmann est à la pointe de ses recherches et il a mis, lui, en place à partir... Alors, c'est pas... lui, à partir des cellules souches pluripotentes induites, là, ce mot incroyable qui s'appelle IPS en anglais, nous on dit IPS, ça va plus vite, à partir de ce genre de cellules, eh bien lui, il a fait des embryons qu'on appelle de synthèse. C'est-à-dire qu'il a reconstruit, grâce à l'informatique et grâce en support réel avec des cellules la transformation des cellules pluripotentes induites, il a fait des embryons, qui n'en sont pas, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec les embryons, ça ne peut pas avoir un statut d'embryon. D'ailleurs, c'est pas transplantable. Mais ça ferait aussi des réserves d'organes pour des gens. Ok, Annick, on fait une dernière petite pause et après, on a vraiment au maximum 10 minutes, même moins. Oui. Donc, il faudrait que peut-être on arrive à faire une sorte de conclusion. Voilà, donc nous sommes toujours avec Annick Bossu. Je rappelle que c'est l'émission donc, qui s'appelle l'artificialisation du vivant, la 6e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM sur les ondes de radiosine. Et on va tenter de soit conclure, mais en tout cas c'est un tel vaste sujet et on comprend à quel point quelque chose comme un OGM est importante, parce que comme association, parce que il y a un sacré besoin d'informations sur des choses complexes et à chaque fois on est étonné de l'inventivité, mais on dirait très inquiétante de ces apprentis sorciers, on peut dire. Oui, on en est là. Vraiment, c'est un constat quand même.
Alors, dans tout ça, il y a quand même beaucoup de choses qui, j'espère, en tout cas, se feront pas. Mais ce qui nous pose question, c'est qu'on le pense. Voilà, c'est pensé quand même pour être fait. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce que je me rends compte que j'ai pas fini tout à fait sur les cellules pluripotentes induites. Là, c'est une révolution considérable. Hein. Enfin, moi je trouve, parce que arriver à modifier le vivant de cette façon, transformer un tissu en un autre, et même d'arriver à jouer par le biais des ovules et des spermatozoïdes sur la descendance, c'est quand même extraordinaire. Mais je voulais insister sur une autre facette, c'est que, comme je l'ai dit, on va pouvoir, par ce qu'on appelle la gamétogénèse in vitro, on va pouvoir faire des spermatozoïdes, mais surtout des ovules en grand nombre. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que quand on fait des fécondations in vitro, eh bien, généralement, on manque d'ovules. On a beaucoup de spermatozoïdes, évidemment, mais on a peu d'ovules. Donc, si on a, avec cette technique, beaucoup d'ovules disponibles, on va augmenter le nombre de fécondations in vitro, et vous savez qu'il y a une grosse demande de fécondation in vitro, particulièrement dans des pays comme l'Australie ou d'autres, mais des pays en Australie, c'est une progression assez vertigineuse des demandes de fécondation in vitro. Et du coup, ça augmenterait la possibilité de ces fécondations in vitro, le nombre, mais du coup, aussi, le nombre de diagnostics préimplantatoires sur les embryons. Et ces diagnostics, ils permettent quoi ? Ils permettent de faire un tri génétique des cellules embryonnaires, des embryons. Et du coup, on va alors sélectionner, entre guillemets, les meilleurs embryons. Pourquoi pas ? Qui décide que c'est les meilleurs ? Oui, qui décide que c'est les meilleurs ? C'est intéressant. Et ce serait payant, hein ? Ce serait payant. Qui décide que c'est les meilleurs ? Et sur quels critères ce sera les meilleurs ? Mais on imagine déjà que certains critères seront retenus. Alors, ça va dépendre de ce qu'on appelle la norme. Il y a des embryons qui ne vont pas être normatifs. On va les écarter. Ça s'appelle de l'eugénisme. C'est carrément de l'eugénisme. Et ça ouvre bien sûr la porte au transhumanisme. C'est pas réalisé encore, mais c'est quand même une menace, je dirais. Et si ces diagnostics préimplantatoires étaient réalisés avant toute grossesse, imaginons, on s'imagine que c'est ça, le génome humain pourrait être modifié en quelques générations. Voilà. Donc le tri eugénique suffirait à modifier l'espèce humaine sur le long terme. C'est des questions qu'il faut se poser. Disons que là, on est en train de réfléchir vers où on pourrait aller comme société humaine, quoi. Voilà. Grâce à la technique. Oui. Ces sujets-là, bon, vous, à InfoGM, vous commencez à essayer de mettre un peu de lumière dessus, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un débat un peu de société ? Est-ce que c'est peu connu quand même tout ça, non ? Je pense que les potentialités des cellules IPS sont pas tellement connues. Effectivement, par exemple, Sciences Citoyennes se penche énormément sur ce genre de questions. Nous, on travaille dessus depuis 3 ans en gros, hein, sur ce volet humain de l'artificialisation du vivant. Maintenant, je vais ramener les pendules à l'heure un petit peu, c'est-à-dire que dans les faits, ces cellules IPS, elles sont pas encore au point. Les taux de réussite sont relativement faibles et il y a beaucoup d'effets qu'on appelle chez nous on les appelle des effets non intentionnels, c'est-à-dire pas voulus, en fait des choses qui sont pas intentionnelles dans la manipulation génétique, et il y en a beaucoup dans ces cellules, et il y a aussi beaucoup d'anomalies. Mais comme vous le voyez, ça a marché pour le rat, donc ils vont pas s'arrêter, hein. Même avec les plantes, je veux dire, au début, avec la transgénèse, c'était pas évident, mais ils ont quand même persisté. Et après, avec au moins quelques plantes, ça marche, quoi. Voilà. Et comme ils sont ficelés par leur contrat, on leur a donné beaucoup d'argent, et ils tiennent, ils continuent à chercher dans ce domaine, quoi. Alors, on a écrit beaucoup d'articles, hein, quand même, là-dessus. Sur le site qui est infogm.org, vous avez des informations là-dessus.
Oui, oui. Oui, parce que, bon, on a carrément plus le temps, Nick, parce que moi, je voulais simplement rappeler que j'avais prévu de faire 2 autres parties. Oui. Où je voulais rappeler que tout ça, ça s'appelle du réductionnisme, c'est-à-dire qu'on réduit le vivant à son ADN. Et on est sur un mensonge, sur une légende des années 70, c'est que en gros un gène est responsable de la synthèse d'une protéine, qui est responsable d'un caractère ou d'une fonction. Et voilà. Et donc si on change le gène, on va changer un caractère à volonté. On est dans cette idée, dans ce dogme complètement faux. Et je voulais expliquer pourquoi il était faux, ce dogme. Mais je voulais aussi aborder la biologie de synthèse. On fera une autre émission, Annick. Oui, je pense qu'il va falloir faire une autre émission et peut-être à deux, avec quelqu'un qui, je pense, à InfoGM, qui est aussi administratrice. Très bien, voilà. Ok. Mais donc on rappelle que InfoGM existe depuis, je pense que c'est une 20aine d'années. Hein. Oui, et, un peu plus, 99. Voilà, oui, c'est bien plus, hein, c'est 24 ans alors. Et donc il y a vraiment beaucoup d'informations sur le site. C'est vrai qu'on est parfois un peu largué quand on entend tout ça. Ça a l'air tellement compliqué, mais on peut aller chercher plus d'informations. Ils sont vraiment nécessaires que un maximum de gens comprennent ce genre de choses. Donc, c'est infogm-tout-simplement.org. Voilà. Et je te remercie vraiment beaucoup, Annick Bossu, donc présidente d'InfoGM, pour cette... voilà. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini encore toutes les informations que l'on a à donner et on peut envisager d'autres émissions. Je voulais juste rappeler un truc. Pour le forçage génétique, on a aussi une vidéo qui est très courte, elle dure 3 minutes. Il y a aussi des vidéos très simples sur le site d'InfoGM. Mais il n'y en a pas encore sur l'espèce humaine. D'accord, c'est super, ok. Mais merci beaucoup. Et merci, donc il y aura une nouvelle émission en novembre, donc pour poursuivre cette série d'émissions mensuelles. Ok. Merci. À la bientôt. Prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était l'artificialisation du vivant, donc le 6e émission dans la série Raconte-moi autrement des OGM, émission de Radio Danzine en partenariat avec l'association InfoGM. C'était avec Annick Bossu qui est présidente d'InfoGM.